Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et je suis avec mes compères Martin, salut Martin, Salut Cédric. et Léandre, Salut Cédric. salut Léandre. Avant de commencer, on voulait remercier quand même les gens qui ont écouté le premier épisode, tous les petits retours positifs qu'on a eus, ça fait plaisir. Ok, vous êtes chaud podcast, vous êtes en forme les gars, ça va? Oui, Ça va très bien, ouais. Carrément. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Aujourd'hui, on parle de teen movies. Et oui, alors oui, je sais que le premier épisode, c'était un épisode sur l'enfance, donc je vous avoue, c'était pas calculé le fait que l'épisode 2 soit sur l'adolescence, mais voilà, j'avais le truc en tête, je me suis dit que c'était le moment d'en parler. Un teen movie, c'est quoi? La définition un peu noble du truc, ce serait coming of age movie. Je pense que vous connaissez ce terme-là. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, pas de changement de changement d'âge, en fait, de changement de mentalité. Quitter l'enfance et aller progressivement vers l'âge adulte. Tout à fait. Dans l'idée, j'avais noté deuil de l'enfance, fin de l'insouciance et passage à l'âge adulte, évidemment. Donc ça fait le terme noble parce que généralement, quand on dit teen movie, on pense tout de suite à des trucs totalement vulgaires, machin. Un truc d'ados qui font des conneries, alors que coming of age, souvent, ça va qualifier les films un peu plus sérieux qui Un parlent peu plus mature. Hein. ouais, problématiques sociales des adolescents. Oui, parce que comme ça, d'entrée, teen movie, pour moi, ça représente surtout les comédies bien vulgaires, bien trash. American Pie et compagnie. Ouais, voilà. Mais du coup, là, ce terme-là, ça me fait penser à Stand By Me, tout ça, et je pense que c'est un peu plus ce genre de choses Exactement. que ça représente, quoi. C'est marrant, je sais pas si ça vous le fait, mais teen movie, ça a autant de sens pour moi de dire un teen movie pour un film qui parle de l'adolescence que pour un film que tu regardes à l'adolescence avec tes copains, tu vois, genre Du coup, c'est quoi le vrai sens? C'est le film qui parle de l'adolescence ou alors nos films cultes de notre adolescence, tu vois, où... Bah, généralement, pour moi, ce serait plutôt soit les films qui ont des protagonistes adolescents, qui parlent d'histoires d'adolescents, ou marketés pour les adolescents. Parce qu'il peut y avoir des teen movies où ils sont un peu plus vieux. De toute façon, dans, je pense, 90% des teen movies, les acteurs ont 25 ans ou voire 30 ans. Ouais. Sont juste rasés de près, mais tu vois très bien qu'ils ont complètement fini leur puberté. Totalement. Justement, j'en parlerai juste après. Du coup, les teen movies, ça commence pas avec American Pie, hein, évidemment, c'est pas directement ce truc-là, ça remonte à beaucoup plus loin dans l'histoire. Et pour commencer, du coup, je vais commencer avec un fait, je sais pas si vous savez cette chose-là. Avant les années 50, les adolescents, ça n'existait pas. Donc, il naissait directement Directement à l'âge adulte. à l'âge de 18 ans. Non, le terme d'adolescent et la catégorie sociale adolescent, du coup, c'était pas un truc qui existait en fait avant la guerre, Ok. la Seconde Guerre. Et c'est à partir du début des années 50 en fait qu'on a commencé à voir l'émergence du rock and roll, des blousons en cuir, des gangs de motards, des courses de voitures, etc. Du coup, c'était les premières générations à avoir en fait un espèce de décalage en gros entre la structure familiale classique et les rôles prédéfinis qui existaient avant et du coup ce moment où il commence à avoir des anxiétés qui n'existaient pas avant, probablement dues au traumatisme de la guerre, tout un tas de trucs. Je suis pas sociologue ni historien, donc je vais pas rentrer là-dedans. Donc, c'est là où l'art, en fait, a commencé à se dire qu'il y avait une audience, un public qui était plus jeune, et c'est la musique, tout ça, comme tu dis, quoi. Totalement. Ok. Les gros studios ont commencé à se dire tiens, c'est marrant, on faisait des films pour les adultes, on faisait des films pour les enfants, et j'ai un tout nouveau public et qui vendent tout un tas de nouveaux films. Et... Le terme adolescent est lié à la rébellion, en fait. Ouais, c'est ça. Et surtout, c'était de reconnaître que c'est plus le truc d'avant où t'es un gamin et du jour au lendemain, tu travailles et t'es un homme, quoi. Là, soudain, il y a un entre-deux où il y a la puberté, il y a toutes ces choses-là. Et du coup, c'est là qu'on commence à voir du coup, les premiers exemples de teen movie, même s'ils n'étaient pas considérés comme tels. Forcément, les icônes du moment, c'était James Dean et Marlon Brando. Donc, vous avez tous cette image de James Dean dans La Fureur de vivre avec sa veste rouge et son jean bleu en pleine crise d'adolescence cathartique totale. Il a très peu tourné vu qu'il est mort très jeune, ce qui a rajouté encore plus à cette légende de la jeunesse, quand même, si bon, il a probablement déjà la vingtaine. L'éternellement jeune, quoi. Ouais. Et ça joue sur le fait que c'est encore une légende comme ça encore aujourd'hui. Justement, il sera toujours vu comme un vingtenaire et comme... Et puis Elvis aussi dans la foulée. Elvis, totalement, du coup, qui est devenu une star du cinéma, entre autres, mais aussi une star du cinéma à ce moment-là. Et pareil, c'était totalement pour appeler à cette nouvelle génération de jeunesse, quoi, qui avait envie de se rebeller, qui avait envie de voir des films différents. Donc ça, c'était les films les plus représentatifs, les plus cultes, mais on avait aussi des trucs beaucoup plus débiles. Dans les années 50, les monstres classiques sont devenus des figures un peu ridicules, et c'est pour ça qu'on avait surtout des films de science-fiction. Il a fallu un renouveau qui est venu après. Et du coup, le moyen de les remettre un peu au goût du jour, dans les années 50, c'était de les marketer pour les jeunes, en gros. Et du coup, il y avait I Was a Teenage Frankenstein, I Was a Teenage Werewolf, etc. Et du coup, c'était des histoires d'adolescents qui commencent à avoir beaucoup de poils qui poussent sur leur corps, et leur voix commence à changer, et
métaphore de la puberté, mais il se transforme en loup-garou. Une sorte de grave de Ducournau de l'époque, quoi. Ouais, en tout cas, je pense que c'est probablement un minimum, en tout cas, influencé de ça. Et si ça vous parle pas, la Was a Teenage, dans les années 80, ça devient Teen Wolf, avec Michael J. Fox et Jason Bateman dans le deuxième. Teen Wolf, donc pareil, donc du coup, là c'était totalement assumé en mode comédie, années 80 et tout ça. Et Teen Wolf, encore 20 ans plus tard, c'est devenu la série Teen Wolf qui cartonne même encore à l'heure actuelle, hein, du moment avec les... Moi, j'avais regardé un petit peu. Ouais, tu connais un peu? Ouais, c'était pas mal. Bon, c'est le truc de la puberté, on fait du basket, on est ultra sexy, machin. Mais voilà, du coup, comme quoi ce truc-là vient aussi des années 50. Donc voilà, rapidement, sur les années 60, on est pas mal les beach movies. Je sais pas si vous connaissez les beach party movies. Vous avez sûrement cette image de gens en chemise hawaïenne et en short de bain qui sont devant des fonds verts. Les bronzés 3. Non, ça c'était un peu plus tard. Non, mais tu sais, ils sont devant des fonds verts, ils sont sur des surfs qui sont posés par terre, ils font wow, wow. Ça a vachement été parodié, genre dans Batman des années 60, dans tout un tas de trucs. Et même encore aujourd'hui, on a des films qui rendent un peu hommage à ça. Il y a Psycho Beach Party, toujours des titres un peu comme ça. Bon, en tout cas, ça faisait partie des trucs un peu débiles, série B pour adolescents, en mode, vu que c'était des adultes qui faisaient des films pour ados, pas des gens qui comprenaient vraiment ce principe d'adolescence, donc du coup c'était ultra cliché, ultra... Ça l'est toujours un petit peu aujourd'hui, hein. Bah aujourd'hui, peut-être pas, il y a 20 ans peut-être, mais aujourd'hui un peu moins, je dirais en tout cas. Et surtout aujourd'hui on a aussi des gens qui ont grandi avec ces teen movies là, qui du coup maintenant sont adultes et font ces films. Là où à l'époque c'était en mode quoi, un adolescent, ouais, truc immature, machin. Donc ensuite, c'est pas vraiment un teen movie, mais je pense que c'est quand même important de le mentionner. Le lauréat de Mike Nichols, rôle culte qui a révélé Dustin Hoffman, et du coup c'est pour faire simple, c'est l'histoire d'un jeune homme, donc c'est pas vraiment un adolescent, il est un tout petit peu plus vieux, mais un jeune homme qui va se faire séduire par une femme plus vieille. Et du coup, vu que c'était en 68, c'était le moment de la révolution sexuelle, les mœurs qui changent, et du coup dans tous les films il y avait du sexe, de la drogue, des trucs machin. Ça rappelle un peu Lolita qui était sorti dans les années 50, mais Lolita pour le coup c'était vraiment sujet tabou. C'était du point de vue des adultes. Et alors que là, pour le coup, on est sur quelque chose de quand même un peu plus léger, il y a de l'humour quand même dans le lauréat. Et c'est beaucoup moins tabou, et justement, ça retourne un peu ces codes-là. Et quand même, c'est pas un teen movie, on commence à avoir des films qui parlent de sexe sociologiquement, quoi. Et vu par des mineurs dans l'histoire, enfin, c'est des enfants, entre guillemets, commencent à parler de sexe et... Totalement. Et du coup, c'est 10 ans plus tard qu'on commence à voir les vrais premiers teen movies. Je pense que le premier officiel, ce serait American Graffiti, de George Lucas. Okay. Donc celui-là, pour le coup, est assez cool. C'est le deuxième film de George Lucas. Celui-là, je l'ai vu, ouais. Tu veux le pitcher rapidement? Je crois que je suis incapable de me souvenir de l'histoire. Ouais, parce qu'il n'y a pas vraiment de scène. Bah oui, c'est ça, ça se déroule sur une nuit, non? Ouais, c'est ça. Hein. C'est pas avec des bandes, justement Si, ouais, mais... genre mais ils conduisent, ils sont tout le Ouais, temps en c'est bagnole. Ils sont tous dans les voitures, ils passent de voiture en une voiture. sorte de clan de mecs qui se foutent sur la gueule sur un parking et tout ça, non? Là où La Fureur de vivre avec James Dean, c'était le film qui représentait son époque. Là, pour le coup, on a George Lucas qui a vécu cette époque, mais qui faisait pas de film à l'époque parce que trop jeune, et qui raconte cette époque, du coup, 20 ans plus tard, avec toute la nostalgie qui va avec. Donc c'était, voilà, ils sont tous en voiture, ils passent de voiture en voiture, c'est séduction et compagnie, ils écoutent tous la même station de radio avec, du coup, les classiques de l'époque, qui étaient vraiment les musiques de jeunes, quoi. Il y a Harrison Ford dedans. Il y a Harrison Ford, c'est le premier rôle d'Harrison Ford, tout à fait. Ron Howard aussi, qui était jeune acteur, donc il avait déjà joué dans sa série culte dans les années 60, mais là du coup il était ado, c'était un peu un de ses premières incursions dans le cinéma. Après il est devenu réalisateur, Ron Howard. Tout à fait. Ce qu'il a fait, il a fait Willow, Apollo 13. Apollo 13. Il a fait la trilogie Robert Langdon, la Da Vinci Code et compagnie. Ouais. Il a fait Cocoon. Il a fait d'autres trucs plus populaires, tu vois, genre plus... Il a fait Rush récemment, qui est vraiment très Ouais, Rush. C'est un réel vraiment efficace, il touche un peu à tout, et c'est un des... Pas envie de dire un des disciples de Spielberg, mais c'est un de ses potes, quoi, clairement. Donc voilà, American Graffiti, du coup, donc très très sympa, et puis pour le coup, il y a vraiment cette idée de nostalgie, hein. Là, c'est vraiment revoir ton adolescence avec vraiment beaucoup d'amour, et du coup, bah ouais, il y a beaucoup de parallèles avec La Fureur de vivre dans les courses de voitures, la délinquance, les gangs avec des blouses en cuir et tout. Où les acteurs ont déjà 30 ans, Ouais. qu'ils jouent des adolescents. Peut-être pas 30 ans pour le coup, mais en tout cas, ils ont la bonne vingtaine, hein, clairement. Et Harrison Ford, oui, c'est pas du tout un adolescent dans ce film. Parce qu'il clairement, il joue dans Star Wars peut-être 3 ans après, quoi. Ça, ce serait le premier officiel, on va dire. Parallèlement, il y avait Animal House ou American College en VF. C'est un des premiers films de National Lampoon. C'est un collectif d'artistes et de cinéastes et tout. Ça partait d'un magazine. Ils ont fait plein de comédies des années 70 jusqu'à encore aujourd'hui d'ailleurs. Notamment dans les années 2000, on a connu Van Wilder. C'était un des premiers rôles de Ryan Reynolds. Bref, ils ont fait le tout premier film de fraternité, de college movie, quoi. Ok.
les jeunes qui passent de dorme en dorme et qui vont se séduire les uns les autres, ils prennent des drogues, ils font la fête et tout machin. On en a des tonnes et des tonnes des films comme ça maintenant, hein. Mais celui-là c'était le premier, il a vraiment créé les codes. C'est quoi le nom? En VF c'est American College et en VO c'est Animal House. Donc à la même époque on a Grease, donc John Travolta. Voilà, donc c'est la version comédie musicale, hein, clairement, il y a un côté beaucoup plus... Qui est repassé au Gaumont à Nantes il y a pas longtemps. C'est vrai, ouais. Ouais. Que j'ai vu pour la première fois Au cinéma. Au cinéma, ouais. Trop cool. Parce que c'est un film qui est très beau, je trouve. Ah, hyper bien il mis en est trop scène. cool. Ah, moi j'ai adoré. Ouais, la BO elle est incroyable. Bah, c'est culte, je sens même que les musiques elles passaient à la radio en fait à l'époque, je sais pas. Du moins c'est culte maintenant, You're the one that I want. Ouais, c'est sûr que ça a cartonné. Est-ce qu'à l'époque il y avait déjà les musiques de comédie musicale qui après passaient à la radio ou quoi, je sais pas, mais tout le monde était amoureux de Travolta à cette époque-là, c'était le grand brun une icône en fait à partir de là quoi. Ouais, Italien, Gomina, machin. Et Olivia Newton-John, pareil. Hein. Je pense que tous les mecs étaient amoureux d'elle à cette époque-là. Donc clairement, ils ont 35 ans aussi, hein. les acteurs qui jouent des gamins de 16 ans. Mais ça c'est fou quand même. Parce que même Stranger Things, les dernières saisons, tout ça, t'as toujours aujourd'hui ce problème-là d'âge, d'acteurs et de personnages. Bah, c'est mieux. Hein. Ah, mais ça se rattrape, mais... C'est beaucoup plus dur à gérer parce que c'est une série. Et Oui, c'est du plus coup, sur le temps, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais je trouve que dans Stranger Things, justement, un des trucs qui est cool, c'est que la première saison, ils sont vraiment tout petits. Enfin, toi, ils jouent vraiment comme les tout premiers Harry Potter. Ils jouent plus ou moins l'âge. Il reste au lycée même dans la dernière saison, alors que ça fait quand même 6 ans qu'il s'est passé. Mais... Oui. Mais les acteurs, ça change pas trop non plus de tête. Mais, Non, et puis c'est écrit par rapport aux âges qu'ils ont aussi, quoi. Du coup, ça correspond. On grandit avec eux. Enfin, ils grandissent avec nous, plutôt. Et du coup, pourquoi choisir des acteurs plus vieux pour des personnages? Pourquoi essayer de rajeunir des acteurs plutôt que d'aller choisir directement des acteurs qui sont plus jeunes? Peut-être par volonté d'aller chercher un casting qui est déjà connu, mais je pense que Grease de Travolta n'était pas déjà connu, mais connu. Harrison Ford pareil dans American Graffiti. Non, mais c'était histoire, je pense, d'avoir des acteurs qui ont de l'expérience. ouais, c'est ça. Qui réussissent le casting au détriment de la crédibilité. Il suffit juste qu'ils aient l'air suffisamment jeunes. Puis John Travolta, il a dû être choisi parce qu'il devait être danseur. Ouais, et chanteur, j'imagine. Mais de toute façon, voilà, très, très vite, je pense que c'est Grease aussi qui a participé à créer ce truc-là. Mais très vite, tout le monde s'y est habitué, tout le monde a trouvé ça normal pendant 40 ans, quoi. J'avoue, c'est tellement culte. Donc voilà, du coup, c'était le premier exemple de comédie musicale. Hein. C'est le premier moment où il y a un mix entre les teen movies et autre chose. Parallèlement, on a Carrie, au bal du diable, de Brian De Palma. Donc, premier film d'horreur teen movie. Alors, du coup, j'ai mentionné tout à l'heure les I Was a Teenage, évidemment, c'est plutôt ceux-là les premiers. Mais Carrie, là, pour le coup, on a quelque chose de... Premier succès. Gros succès, adaptation d'un roman de Stephen King, film de Brian De Palma, quand même. Hein. Mais voilà, adolescente solitaire, qui a sa puberté qui se traduit par des pouvoirs psychiques qu'elle ne contrôle pas, et du coup une mère très très catholique qui la contrôle énormément, et du coup ça crée pas mal de frustration. Donc voilà, on retrouve les mêmes thématiques que les précédents films que j'ai mentionnés. Ensuite, on arrive du coup dans les années 80, donc là c'est vraiment l'âge d'or. Et c'est le moment où je vais vous présenter John Hughes. Ferris Bueller. Voilà, tout à fait. Donc, immense réalisateur des années 80, c'est le papa du teen movie, hein, clairement. Si vous ne connaissez pas John Hughes, donc avant de parler des films dont on va parler, si vous ne le connaissez pas, je tiens à dire que vous le connaissez quand même, parce que c'est le mec qui a écrit toute la saga Home Alone, donc Maman, j'ai raté l'avion. Et c'est pas juste le 1 et le 2, hein, il a écrit jusqu'au 5 et jusqu'au 6, alors que c'était des téléfilms et tout. Et il a écrit Les Visiteurs en Amérique, Oui. avec Jean-Marie Poiré et Christian Clavier, du coup, au scénario également. Ce qui est quand même un gros mindfuck, je trouve. Hein. Le featuring de l'espace. Ouais. Pour faire une énorme merde. Une grosse bouse. Et en même temps, ça fait sens. Quand tu remates le film en sachant que c'est John Hughes qui l'a écrit, tu peux capter des petits... Ah ouais, il y a des petits machins. Ouais. Donc John Hughes, hein, donc évidemment, on va parler de Breakfast Club et La folle journée de Ferris Bueller. Bon, on va commencer par Breakfast Club. Tu l'as vu celui-là? Ouais, je l'ai vu. Moi, j'ai moins aimé que Ferris Bueller. Ok, moi je préfère Breakfast Club, mais c'est kiff-kiff. Hein. Breakfast Club, j'ai pas vraiment accroché. J'ai eu du mal, je pense que j'étais pas dans le bon moment pour le visionnage. Et dans mon souvenir, mais pareil, je l'ai vu il y a longtemps. Dans mon souvenir, en fait, je crois qu'ils m'ont tous agacé. Je me suis projeté dans aucun des persos et je sais que c'est un film qui m'avait pas plu, quoi. Enfin, qui m'avait pas... Je l'ai pas détesté, et je sais que j'ai vu ses qualités, mais je suis grave passé à côté. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que je vais parler de Ferris Bueller juste après. Justement, moi j'aime beaucoup Ferris Bueller aussi. Moins, parce que justement, je les trouve insupportables, les personnages. Ils sont aussi dans Ferris Bueller, mais... Breakfast Club, c'est bien Ils sont collés, c'est ça? Ils sont collés, ils sont... Breakfast Club, en gros, c'est un groupe d'adolescents qui sont en retenue le samedi. Aucun d'entre eux n'est ami, mais ils ont tous fait une connerie qui fait qu'ils sont tous collés toute la journée du samedi, et du coup, ils sont obligés de rester assis sur leur bureau dans la même pièce
avec leur prof ou le proviseur, je sais plus exactement, qui vient les surveiller une fois de temps en temps. Et du coup, tous ces personnages-là sont des clichés un peu des personnages du teen movie, donc c'est vraiment T'as le loupard. le nerd, le loupard, la fille populaire, le sportif, la fille un peu bizarre. Et du coup, ces 5 archétypes-là, ça va être vraiment un truc vraiment fondateur dans le cinéma, parce qu'à partir de là, tous les genres, enfin tous les teen movies déjà vont partir de cette formule-là, mais en plus, dans plein d'autres genres de cinéma. On peut penser au slasher, etc. On trouve ça partout. Voilà. Généralement, ça fait un bon équilibre. Et surtout, c'est pas juste dans le but de le faire, mais l'idée, c'était justement de parler des différences, de comment les différences nous ramènent les uns avec les autres, quoi. Dans le sens où ils ont tous des a priori les uns sur les autres, il n'y en a aucun qui est pote avec les autres, ils sont tous en mode ouais, lui je l'aime pas pour telle raison, elle aime Sue pour telle raison. Et tout au long du film, en fait, à force de faire des conneries ensemble, ils vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus de choses en commun que ce qu'ils pensaient, et former un vrai groupe d'amitié, un vrai lien entre eux, beaucoup plus profond que prévu. Ils vont vraiment apprendre à se dévoiler, à passer au-delà du cliché de ce qu'ils sont chacun, et de vraiment dévoiler ce qu'ils ont à l'intérieur, en fait, et se rendre compte que on souffre tous un peu des mêmes trucs, finalement, pas de la même manière, mais on se ressemble sur ce truc-là. Et il y a cette espèce d'alliance qui se forme contre le proviseur pour faire toutes les pires conneries possibles. Et du coup, moi, je les trouve très, très attachants. Moi, je les trouve vraiment super. C'est vraiment très, très bien écrit. Un très joli film. Et ça reste vraiment sur cette fin où qu'est-ce qui se passerait à lundi. C'est un peu ça le truc. C'est OK, là, on a vécu tout ce truc super fort. On est tous super potes. Est-ce qu'on va retourner dans le style qu'on se donne au lycée où on doit pas se parler parce qu'on est censé se détester. On est fait pour se détester comme on ne fait pas partie des mêmes bandes. Et du coup, ouais, comment ça va se passer lundi? Ouais, ça on l'a tous un peu connu, le truc du lycée, du collège, de l'école, où il y a un événement qui se passe durant, hors de la période scolaire et tu retournes à l'école avec la boule au ventre un peu, tu vois, de comment ça va se passer, est-ce que les autres ils vont me juger et tout, tu vois, sur un truc. À qui je fais la bise? Est-ce que c'est un peu maintenant on est potes? C'est un peu le film qui a synthétisé ça et qui a aussi abordé un truc hyper important, un peu comment dire, la tolérance envers les autres, quoi, en fonction de ce qui nous rassemble. Totalement, la tolérance, c'est un très bon... tout à fait. Et là, pour le coup, certains des protagonistes, certains des acteurs avaient 17 ans, d'autres plutôt 25, mais en tout cas, il y en avait qui étaient mineurs. Dans Ferris Bueller, c'est bien dans ce film-là, parce qu'en fait, les deux, je les ai vus vraiment il y a un paquet de temps, et je suis pas sûr de bien les distinguer. Ferris Bueller, c'est bien... il fait croire qu'il est malade, et en fait, il fait le mur pour aller faire plein de trucs. Il est brillant, oui, c'est ça. Il fait plein de Et conneries. c'est un film qui brise le 4e mur. Oui, c'est ça. Ok. Ça m'avait marqué justement parce que je m'étais dit que ce format-là, cette manière d'écrire justement, de briser le 4e mur pour ce type de film de teenage, pour les jeunes, tout ça, genre le fait de briser le 4e mur, ça rajoute encore plus de la coolitude au film en tant que tel, ça le rend encore plus fun, plus divertissant et tout. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça m'avait marqué ça. L'une des justifications un peu de ce truc-là, c'est Ferris Bueller, c'est le personnage qui sait qu'il est dans un film. En gros. Ouais. C'est un peu ça l'idée, entre guillemets. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur Ferris Bueller. Donc Ferris Bueller, c'est le rôle qui a vraiment fait de Matthew Broderick une immense star. Donc Matthew Broderick, donc, qui incarne Ferris Bueller, qui est un jeune adolescent. Donc comme disait Léandre, il est totalement... c'est le roi du monde dans sa tête. Il est trop fort, il peut tout faire, il est trop drôle. Et du coup, il se fait passer pour malade auprès de ses parents pour aller partir avec son meilleur pote et sa copine, faire des tours en ville et faire des conneries pas possibles. Mais c'est vraiment pas juste des conneries, parce qu'en soi, c'est pas tellement malveillant, à part 2-3 trucs dans le film. Ils veulent aller jouer à l'arcade ou des trucs comme ça, quoi. À la base, oui, mais à la fin, c'est genre, je suis dans une grande parade dans la ville où il y a des centaines de millions de personnes et je suis au milieu et c'est moi, tout le monde me regarde. Enfin, tu sais, c'est genre, il est trop puissant, quoi, le mec. Il est un peu imbu de lui-même, Ferris. Totalement. Et vu qu'il est, entre guillemets, conscient d'être dans un film, il se permet justement de tout faire. Il sait qu'il peut tout faire, il sait qu'il est en contrôle. Il le rend absolument insupportable à mes yeux. J'adore ce film et je déteste le personnage de Ferris Bueller, mais j'adore le détester. Le personnage est conçu pour que tu le détestes. Je pense. Du coup, dans Ferris Bueller, on a un trio de personnages, en gros, c'est donc Ferris, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, et surtout son meilleur pote Cameron, qui est du coup le personnage qui est vraiment, lui, pour le coup, en pleine crise cathartique totale, relation compliquée avec son père. Lui, il est là pour oublier ses problèmes, et vas-y, on fait ce qu'on a envie de faire, on est plus fort que tous ces trucs-là, de toute façon, c'est pas important, toutes les problématiques de la vraie vie. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur personnage. C'est beaucoup plus facile de s'identifier à lui. Il est vraiment très touchant. Je trouve que c'est vraiment une belle performance d'acteur. Et malheureusement, je trouve que Mia Sara, du coup, l'actrice qui joue sa copine est très invisible un peu dans le film. Quoi. Elle sert juste à être jolie. Quoi. Ce qui est un peu le problème avec ce genre de film. Malheureusement, ça va le rester pendant un certain temps. Et c'est aussi l'époque où sort Footloose. Kevin Bacon, du coup, s'inspire d'une histoire vraie, d'ailleurs.
jeune mec cool, beau gosse, mystérieux, qui débarque dans une ville, il est tout nouveau, et c'est une ville très puritaine dans laquelle on n'a pas le droit de danser, d'écouter de la musique, toutes ces choses-là, et ce mec, il est passionné par la danse. Littéralement, il va dans des hangars tout seul pour danser tout seul, et du coup, il va essayer de changer les mœurs et entraîner tous les autres jeunes de la ville avec lui pour danser, quoi. Et c'était le prêtre puritain de la ville qui était un peu D'accord, ok, pour des la questions. figure, Ok, ouais. ouais, pour des questions catholiques et tout. Et du coup, quand t'as ce nouveau mec-là qui arrive, qui est en mode, non, moi je m'en fous, moi j'ai envie de danser, et vous devriez danser aussi, en fait. Genre, et essayer de changer les mœurs de la ville et tout, et pour le coup, c'est un truc qui s'est vraiment passé dans la vraie vie. Dans les années 70. Parallèlement à ça, du coup, on a des films beaucoup plus sérieux, jusqu'ici, en gros, c'était le teen movie, ça a vachement été pris à la dérision, hein. C'était vraiment histoire de divertir le public, de faire des comédies et de s'attirer un nouveau public, mais en parallèle de ça, on a des films qui vont pas mal marquer les années 80, c'est de Francis Ford Coppola, du coup. Il a fait un diptyque, The Outsiders. Ah, mais mec, c'est ça, je confondais American Graffiti et ça. Là, pour le coup, c'est des gangs de blues en cuir, clairement. C'est ça, d'accord. Donc ces deux films, c'est The Outsiders et Rusty James, ou Rumblefish. C'est un diptyque C'est un diptyque dans le sens où ils abordent pas mal des... sur le même thème. Sur le même thème, avec les mêmes acteurs, enfin le même acteur principal. Et surtout, dans les deux cas, c'est Francis Ford Coppola qui parle de sa relation avec son frère, avec son père, et ce genre de choses, en fait. Parce que c'est une histoire de frères. En gros, The Outsiders, c'est une fratrie, sauf que du coup, ils font tous partie de cette espèce de gang de frères où ils ont des blouses en cuir, ils se battent avec d'autres gangs. Sauf que t'as le plus vieux qui est Patrick Swayze, qui a peut-être la trentaine, ou en tout cas une bonne vingtaine. Et t'as le plus jeune qui est... Matt Dillon. Non, c'est Ralph Macchio, le plus jeune, c'est le mec de Karate Kid. Ok. Mais oui, il y a Matt Dillon, il y a Tom Cruise. Il y en a plein d'autres. Et ouais, Tom Cruise avec ses dents oui, c'est pourries, Chico pourri là. avant qu'il soit une star, avant Top Gun. Putain, faut que je me les mette les deux. Faut les regarder dans quel. Il n'y a pas d'ordre, ils sont pas liés scénaristiquement, quoi. Non, mais toi tu. Moi je dirais The Outsiders en premier. Ok. Et pour le coup, c'est le film, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de dynamique et c'est en couleur. Et pour le coup, Rusty James, du coup, c'est un film beaucoup plus intime, c'est en noir et blanc. Et c'est Mickey Rourke qui joue le grand frère, et Matt Dillon, du coup, qui joue le petit frère. Et Matt Dillon, en gros, il idéalise de ouf son grand frère, qui est un mec qui fait de la moto de ouf, machin, qui est souvent pas là, et quand il est là, il est ultra philosophique et tout, machin. Donc il idéalise son frère, sauf que son frère, c'est un peu un gangster. Voilà, c'est un peu une dynamique compliquée. Et c'est intéressant parce que du coup, ça fait écho aux vraies relations que Francis Ford Coppola avec son frère. Son frère qui est le père de Nicolas Cage. Oui, oui, famille de zinzin. Voilà, donc ça c'est juste pour dire que c'était le début des teen movies sérieux avec ce type de problématique. Du coup, milieu des années 80, le teen movie, ça devient le truc ultra populaire, ça devient un vrai genre considéré comme tout à fait normal, et c'est le moment où ça commence à se rejoindre avec tous les autres types de genres, à faire des mix de genres. Donc là, on rentre dans les retours vers le futur. J'avais déjà mentionné Teen Wolf tout à l'heure, avec Michael J. Fox aussi. Fright Night, plein de films d'horreur. Fright Night, c'est vampire, vous avez dit vampire, c'est genre un vampire essaie de pécho ma mère, basiquement. Aussi, toute la dimension Spielberg de la même époque, c'est peut-être pour ces raisons-là aussi qu'il y a eu l'aspect science-fiction ou quoi qui s'est ramené. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'il y a cette mode-là, justement dans les années 80 aussi, grâce à des mecs comme ça, grâce à des réals comme Spielberg, que justement les teen movies se sont adaptés aussi à la science-fiction et... Ouais, et puis c'est un truc de nostalgie en fait, c'est que c'est les adultes qui réalisent des films dans les années 80, c'est ceux qui ont grandi dans les années 50, et du coup c'est ceux qui ont connu non seulement les premiers teen movies, mais ceux qui ont grandi avec les films de monstres, les films de science-fiction qui étaient ultra à la mode à l'époque, et qui étaient vachement pris pas au sérieux. Et du coup, c'est le moment de remettre tout ça au goût du jour et d'en faire un vrai truc sérieux. Et bien sûr qu'on peut faire un teen movie qui est aussi un film de science-fiction et qui est un truc qui sera pris au sérieux par tout le monde, quoi, à peu près. Là où les teen movies horrifiques de l'époque, c'est beaucoup plus forcément c'est de la série B. Ça cartonne parce que c'est les années 80, mais la plupart sont pas vraiment restés considérés comme des films cultes, quoi. Donc voilà, là c'est le moment où il y a de la science-fiction, il y a de l'horreur, il y a de la fantasy, tout un tas de trucs, donc ça devient vraiment mainstream et c'est des films vraiment très très connus que beaucoup de monde ont vu, quoi. Donc les codes rentrent vraiment dans le cinéma à part entière comme un truc noble, entre guillemets. Pendant ce temps-là, en France, on a La Boom et Le Péril Jeune. Ah, Péril Jeune, c'est un peu plus tard, mais La Boom, c'est juste pour dire en France, c'est un peu le premier teen movie. Puis même là, les Soudoués en vacances, ouais. tous ces films-là, c'est des bons films assez drôles. Je pense que la génération de nos parents, du moins. Puis Daniel Auteuil, tout ça, c'était leur début au cinéma. Et puis, j'ai des bons souvenirs justement des Soudoués passent le bac. Toujours un humour un peu burlesque. Enfin, c'est assez visuel même des fois. En tout cas, les Soudoués passent le bac, les Soudoués en vacances, la même époque que La Boom, tout ça, parce que La Boom c'est vraiment de la romance et ça peut être très cucu. Tout le monde s'identifiait, toutes les nanas s'identifiaient à Sophie Marceau à l'époque, c'était aussi grand rôle révélateur de cette actrice. Mais en tout cas, plus dans la comédie débile d'adolescents, les Soudoués passent le bac, c'était vachement chouette, quoi. Et les Soudoués en vacances, le 2, presque un film d'aventure, parce qu'il voyage beaucoup dans le 2 et il leur arrive plein de mésaventures.
On passe aux années 90, donc là c'est le teen movie est considéré comme un vrai genre à part entière, c'est devenu tout à fait normal. Du coup, dans les années 90, c'est le moment où on commence à avoir beaucoup de problématiques dans la jeunesse du type sida, dépression, addiction à la drogue, toutes ces choses-là, beaucoup plus. On a pas mal de films nihilistes et compagnie. Toutes les bonnes choses. Et ça rend les films beaucoup plus sérieux, je suppose, du coup. C'est ça, donc il y a deux faces, on va dire, il y a deux faces à une même pièce. D'un côté, on a les gros trucs populaires, consensuels, qui ont beaucoup fait parler, donc je pense à Scream, notamment, qui est un super film d'horreur, donc j'en reparlerai dans un autre épisode. Le Cercle des poètes disparus, forcément. Virgin Suicides, donc ça c'est les films un peu sérieux. Et pour les comédies, on a Clueless, avec Alicia Silverstone, du coup, film pour les filles, pour le coup, à l'époque en tout cas c'était marketé pour les filles, c'était un des premiers trucs où on a une protagoniste femme qui est populaire dans son lycée, qui essaie de séduire des hommes, ce qui était vachement pas le cas dans tous les films précédents. Je pense à Pleasantville aussi, qui est un super film Tobey Maguire. avec Tobey Maguire de Gary Ross, du coup, qui est nostalgique sur les années 60, en tout cas les adolescents, le lycée, les mœurs des années 60. Gary Ross, il a fait Hunger Games. Il a fait Hunger Games, tout à fait. Ouais. Oui, donc en fait, il a un rapport à l'adolescence dans son cinéma. Putain, j'avais même pas fait le rapprochement, ok. Et du coup, l'autre face de cette pièce, c'est du coup un cinéma indépendant, américain surtout, et là où on est sur des films beaucoup plus trash, traumatisants, etc. Je pense à Greg Araki notamment, avec The Doom Generation, Nowhere et ce genre de film. Il y a Donnie Darko de Richard Kelly. Donc là, on est dans le science-fiction, métaphysique et compagnie. Kids de Larry Clark, Elephant de Gus Van Sant. Et sur le côté un peu plus fun, mais quand même dans ce délire indé, machin, Dazed and Confused de Richard Linklater. Mais voilà, vous les connaissez, vous voyez un peu les différents trucs. C'est un peu évident les problématiques de société et comment ça a impacté le cinéma. Ouais, de manière très différente à chaque fois. Parce qu'entre Dazed and Confused, c'est Génération Rebelle en français. Ouais, c'est ça, oui, pardon. Mais pareil, j'ai mentionné Le Cercle des poètes disparus, ce genre de film, ça c'est vraiment, pour le coup, c'est tellement un film culte et sérieux qu'il est à peine considéré comme un teen movie, alors que pour le coup, on fait difficilement plus teen movie, coming of age, etc. Et pour le coup, il y a toutes les problématiques de suicide, je sais plus si il y a homosexualité dedans ou pas, je crois pas que ça parle de drogue, mais en tout cas, il y a ces sujets de société. C'est marrant parce que tu parles de comment la société a amené des sujets dans les teen movies, mais il y a aussi les teen movies qui ont apporté des trucs dans la société. Genre, j'avais vu un documentaire sur Netflix sur un Woodstock qui a viré au drame absolu à la fin des années 90, début 2000. Et justement, ils disent que en fait, ça a été le bordel, parce que déjà, il y avait eu des choses qui ont été incontrôlables, une mauvaise logistique de gestion de foule, de tout ça, mais aussi des jeunes en folie qui, en fait, baignaient à cette époque-là dans Fight Club et American Pie. Et du coup, c'est ces choses-là qui ont rendu les jeunes complètement hors de contrôle. Et voilà. C'était pour dire que dans l'autre sens aussi, il se passe des choses. Et cet exemple-là de Woodstock 99, c'est le cinéma qui a foutu le bordel dans la tête des jeunes et pas le bordel dans la tête des jeunes qui est inspiré aussi dans le cinéma, quoi. Mec, les films cultes comme ça a eu des... Enfin, oui, Fight Club, mec. Puis l'impact du cinéma en général, Mais en oui, soi, oui, même oui. dans le... Ces œuvres-là qui ont trouvé une résonance avec ce qui se passait dans la civilisation en parallèle et que du coup ont fait un buzz énorme et qui ont fait complètement changer les motivations des gens. Et dans des proportions des fois folles et puis des fois plus légères, oui, avec Projet X. Oui, et puis voilà, et dans la tête d'un ado, t'es tellement influençable quand t'es jeune, t'as tellement envie d'être cool, t'as tellement envie d'être le truc qui t'impressionne que tu vas tout faire pour faire tout pareil. Du coup, on en arrive au vif du sujet, hein. Clairement, là, il est temps de parler d'American Pie. Hein. En 1999, voilà, immense succès, ça a été, j'ai noté du coup 235 millions au box-office. Parce que le film a dû rien coûter. Ce genre de film, ça remportait pas autant d'argent, ça avait son public, mais pas du tout à ce point-là, quoi. Et c'est parce qu'en fait, c'est le moment où ils se sont autorisés à être ultra vulgaires, ultra Trash. racoleurs, ultra machin. C'est des lycéens, ils sont au lycée, donc ils sont censés être mineurs. Mais vas-y, on va essayer de caler le plus de paires de seins possible. Et du coup, ouais, c'est un... Bon, tout le monde connaît American Pie, mais voilà, c'est un groupe d'adolescents qui essaient de perdre leur virginité avant la fin du lycée, quoi. Et donc, immense succès, ça a tout changé. Et surtout, je pense que la composante qui est très importante d'American Pie, c'est le fait que c'est une comédie romantique. Alors, beaucoup de gens n'y pensent pas, ne le voient pas comme ça. Mais c'est ça aussi qui fait que ça a beaucoup appelé aux autres types de publics, et que ça a marché autant et pas juste envers les jeunes, c'est que il y a ce petit truc qui essaie d'être touchant derrière, même si ça ne l'est pas du tout, à mon avis. Même Stifler, il a un petit côté. Il a un petit côté. Il croit qu'il est le mec le plus ouais, cool, mais c'est en ça, fait, c'est un gros loser en fait. tout le monde le déteste. Ouais. Après, parce que ce qui m'avait beaucoup marqué justement dans ces comédies-là, ce qui me faisait rire, c'était ce gros comique de situation. Ouais, de gags où ils se mettent dans des situations improbables. La scène de la tarte, par exemple, où il se met à niquer la tarte et qu'il y a le père qui arrive. Pareil, tu l'as aussi, cette scène-là, tu l'as dans le 3, je crois, où ils sont
au mariage et il se fait prendre par le chien de la belle-mère ou un truc comme ça, et c'est au moment du mariage et il y a la porte qui s'ouvre et il y a tous les invités qui le voient en train de se faire prendre par le chien, et lui il est en caleçon aussi, enfin, et c'est juste ce comique de situation là, de scène improbable qui d'un coup se fait découvrir par tout le monde et qui le met dans une situation hyper malaisante, et ben c'est ça qui est trop fort, je trouve, en termes d'humour dans American Pie. Donc ouais, American Pie, et puis c'est un énorme succès surprise, quoi. Genre personne s'attend à ce que ce truc débile devienne un film absolument culte qui révolutionne tout. Pourquoi c'est devenu culte? Pourquoi ce film-là C'est social, c'est le meurtre, je pense que c'était le bon film au bon moment. Et même, il a brisé pas mal de codes, hein. De toute façon, les comédies, c'était toujours un peu quand même... Il y avait un cadre, quoi. Alors que là, c'était vas-y qu'on fait une scène entière sur un truc de sperme, et vas-y qu'on fait un truc... Masturbation. Et pareil, il y a eu aussi les débuts d'Internet aussi à ce moment-là. Il y avait tout le délire de webcam, il y avait tout le délire de différents types de téléphones portables, différents types de communication. Puis il n'y a pas aussi l'époque des Spring Break, Voilà, c'est ça que j'allais tout dire, ça. tout le délire Spring Break et compagnie. Ça, c'est plus dans le 2, du coup. C'est un film qui ressemble à son époque, pour le meilleur et pour le pire, malheureusement. Mais c'est un succès surprise qui va tout changer, et du coup, son impact, il est impossible à ignorer, quoi. Tous les teen movies qui sortent après, c'est des copies carbone. Ouais, puis je pense que tu interroges la plupart des gens dans la rue, tu leur dis si je te dis teen movie, tu me réponds quoi? Les gens, ils te disent, enfin, les gens de notre âge en tout cas, ils vont tous te dire American Pie, enfin, je pense. C'est juste, à mon avis, maintenant, ces films sont un peu cancel. Hein, mais... Donc, du coup, voilà, tous les clones de ce truc-là, je vais pas les citer, hein, vous les connaissez, tous les sex trucs et sex machin, et tous les bordels et machin. J'avais mentionné tout à l'heure, du coup, National Lampoon, qui ont fait le Animal House dans les années 70, qui était le premier film de fraternité. Quand ils voient American Pie, ils font « Ah, les salauds !» Ils ont un peu piqué notre formule et ils ont fait le plus gros succès de tous les temps, la moitié. Du coup, ils vont essayer de récidiver, donc avec Van Wilder, American Party Van Wilder. Donc, c'est le rôle qui a lancé Ryan Reynolds et toute sa carrière, qui est typiquement le mec le plus populaire de sa fac, et machin, c'est le mec qui organise toutes les teufs, et vas-y, t'inquiète, je m'occupe de tout. T'as besoin de drogue, je m'en occupe, t'as besoin de filles trop belles dans ta soirée, je m'en occupe, plein. Ils ont essayé de reprendre la formule et de relancer le truc, ils ont fait des suites, hein, c'est une trilogie, ils ont même fait d'autres trucs similaires comme Dorm Days. Donc du coup c'est l'époque où on voit tous les Girl Next Door, Mean Girls qui est un peu la suite spirituelle de Clueless, hein, Freaky Friday, et même du coup le descendant un peu malheureusement de Grease à cette époque-là, c'est High School Musical, hein, là on a le film de lycée. J'ai détesté High School Musical parce que mes sœurs elles regardaient ça H24, mais faudrait que je revoie en vrai, faudrait que je revoie le film sans penser au fait que j'entendais ça H24 chez moi quand j'avais 10 ans. Mais je suis sûr qu'il y a peut-être des choses intéressantes, tu vois. Même les images, les souvenirs que j'ai de High School Musical, c'est presque un monde totalement artificiel, tout saturé, tout coloré, genre c'est Barbie, Disney Channel. Et ça se trouve, dans l'univers, avec du recul, et on peut y trouver des choses intéressantes. Mais Ouais, c'est quand même vachement cliché, on va pas au-delà du cliché, de toute façon, c'est de faire une comédie musicale, donc puis c'est pas Grease, hein, clairement. Du coup, le truc qui remet un peu au goût du jour la formule et qui change quand même un peu la donne à la fin des années 2000, c'est Superbad, super grave. Donc là, du coup, on passe sur des acteurs qui ont beaucoup moins de 30 ans, hein, et on va beaucoup plus dans la vulgarité et l'immaturité, mais par contre, cette fois, c'est bien écrit, quoi. Genre, c'est pas un truc fait par des adultes qui essaient de chercher le cliché de l'adolescent. Cette fois, c'est un film que Seth Rogen et Evan Goldberg ont écrit quand ils avaient 13 ans, qu'ils ont refait du coup plus tard, une fois qu'ils sont adultes. Donc là, on a une vision beaucoup plus... c'est beaucoup plus trash, forcément, c'est beaucoup plus vulgaire. Mais par contre, c'est bien écrit, c'est quand même fait intelligemment. et encore, tu vois, parce que par rapport à American Pie, je le trouve pas si... C'est dans les dialogues, hein, que c'est plus trash, dans la façon de parler, quoi. Oui. Et ce film, il fait quand même un peu son impact, ça rend un peu les American Pie et compagnie un peu obsolètes, quoi. Et puis Michael Cera, il a fait dans la foulée Be-Bad, Scott Pilgrim, Tout à fait. tout ça. Et... On a Juno, à cette époque-là aussi, qui est pareil, à l'écriture de Diablo Cody, l'interprétation d'Ellen Page. Donc Juno, l'adolescente enceinte, mais qui prend pas ça en mode full dépression, quoi. En France, parallèlement, on a LOL et Les Beaux Gosses, donc des chefs-d'œuvre, hein, clairement. Les Beaux Gosses, il est trop bien. J'ai pas vu Les Beaux Gosses, si. Les Beaux Gosses, pour le coup... Les Beaux Gosses, c'est un bon film. Je pense que quand tu parles de parallèle d'écriture... C'est un peu un équivalent du coup de Superbad. Ouais. Il s'est révélé là-dedans, Lacoste, je pense. Et pour le coup, il est très drôle, mais un vrai truc de classe populaire, tu sais, sa mère, elle arrive pas à joindre les deux bouts et tout. Et c'est con, c'est cliché, mais le truc de, en fait, lui, personne l'aime parce que il a des fringues de merde. Puis il se branle, et ses fringues aussi, pendant ses chaussettes. Il y a un vrai truc de tout le monde lui dit que c'est un gros plouc parce qu'il a des fringues pauvres, mais en fait, tu vois ça à l'école, et là, c'est très teen movie parce que tu vois à l'école, tout le monde se fout de sa gueule, et puis du coup, il passe pour un con, et en plus, il est maladroit, et du coup, il y a des galères. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois ce qui se passe à la maison derrière le soir, où tu vois sa mère, et là, c'est traité de manière très réaliste. Tu vois sa mère, mais qu'en chie, tu sais, qui a 3 boulots, et qui galère à joindre les deux bouts, et du coup, elle s'excuse, elle lui dit, c'est pour ça que c'est un peu parler du teen movie et en même temps désamorcer aussi, avoir un recul très réaliste sur le teen movie, en fait, sur les situations
que vivent les personnages dans les teen movies comme American Pie et tout. Et il y a la vraie explication de pourquoi est-ce qu'ils vivent ça derrière, tu vois pas. Et après, c'est un côté film d'auteur. Hein, Ouais, là, ouais, les non, beaux mais gosses. carrément. Oui, bah, c'est Riyad Satouf. Ouais, mais carrément. Non, il est très. Mais LOL, en tout cas, oui. Et c'est un peu, il y a le film pour les filles et le film pour les mecs, quoi. Genre. C'est l'époque des bébés brunes en plus, où les Ouais, mecs, ouais, c'est les totalement. portraits crachés des bébés bruns. Non, moi aussi, je l'avais vu au cinéma à l'époque, mais bon, ça m'a pas trop marqué. Donc oui, dans les années 2010, là, c'est le moment où voilà, il y a plus toutes ces limites-là. Maintenant, le teen movie est considéré comme tout à fait normal et on essaie de le mettre dans tous les genres possibles. Hein. Donc j'avais mentionné Scott Pilgrim, Kick-Ass, Projet X, Percy Jackson, donc film de science-fiction, film de fantasy, film de super-héros, un fan footage, tout ce que vous voulez. Et c'est des trucs en plus ultra populaires. Hein. Ça rapporte beaucoup d'argent au box-office. Pareil, les films d'horreur, hein, du coup, Jennifer's Body, Warm Bodies, Teen Wolf, le retour. Fright Night aussi, on a un remake de Fright Night avec Colin Farrell, donc c'était Vampire, vous avez dit Vampire. Donc c'est Colin Farrell, le vampire, essaie de pécho la maman de Anton Yelchin. Et côté plus film d'auteur, du coup, il y a aussi vachement la prise au sérieux, le début de la prise vraiment au sérieux de ce genre-là. Moi, je pense à Moonrise Kingdom de Wes Anderson, donc c'est plus l'enfance, mais on va dire la préadolescence, quoi. Il y a Le Monde de Charlie, avec Emma Watson. This is not a love story, qui est un film plus sur la maladie. Bah, pareil, Nos étoiles contraires, qui est aussi un film sur la... J'ai jamais vu. Lui, il a fait un gros buzz aussi. Ouais, gros carton. Tu l'as vu? Non, pas celui-là, j'ai vu This is not a love story, mais... Quel enfer. Tu l'as vu, toi? Ouais, j'ai vu quel enfer. C'est nul? Bah, je suis sensible de ouf à tire-larme, maladie, amour, mais ils sont allés fort quoi dans les curseurs, juste pour raconter cette histoire-là et tu sais très bien à quoi t'attendre et tu regardes le film et bah oui en fait tu regardes ce à quoi tu t'attendais. Mais ça joue bien, le film est bien fait et c'est pas à la hauteur de je sais pas d'autres films qui vont parler de mort, de fatalité comme Philadelphia tu vois par exemple, on en parle hyper bien mais Nos étoiles contraires c'est le teen movie qui parle de ça donc un sujet ultra grave fait pour des adolescents, donc c'est lycée, alors que c'est quand même hyper grave, mais ça reste bien lycée quand même. Et du coup, moi, ça m'a saoulé. Mais, Très bien, je le mettrai en tout cas, ça m'intéresse. Et du coup, l'héritage un peu ce dont on parlait tout à l'heure, là, des années 90, je dis les indés, la Greg Araki, Linklater et compagnie. Du coup, l'héritage de ça, c'est Spring Breakers, de Harmony Korine, et Everybody Wants Some, de Richard Linklater, qui est la suite spirituelle de Génération Rebelle. Et surtout, dans les années 2010, le truc le plus important, en termes de teenagerie, c'est les YA. Je sais pas si vous connaissez, c'est les Young Adults, truc adapté de romans. Chez nous, on dit plutôt roman pour adolescents, mais là-bas, ça s'appelle Young Roman Adult. Young Adult, ouais. Voilà. Donc, Twilight, Hunger Games et compagnie. Le labyrinthe, Et ça, nom de Dieu que ça cartonne, quoi. les hommes vagabondes. Ah ouais, il y a au moins une trilogie par roman au cinéma. J'ai pas mentionné Harry Potter parce que forcément ça commence pas en teenage et ça finit en brossu, ça finit en teenage quand même. Il y a pas mal de codes aussi, mais voilà, Harry Potter, ça, pour moi, c'est quand même un peu à part. Pour moi, c'est à part parce que il fait un peu les trois en fait. Ouais. C'est un peu enfance, adolescence. À la fin, pour moi, c'est un adulte. Ouais, 17 ans, mais adulte. Oui, mais je veux dire, dans son. Ouais. Il les a passés ces étapes de doute là de l'adolescence. Pour moi, à la fin. Surtout que c'est pas vraiment au centre. Enfin, du moins, les étapes de l'adolescence, tout ça, c'est à chaque fois des petits moments mignons c'est dans pas du l'histoire. tout. Oui, non, mais. C'est quand même écrit dans le contexte de son âge et de sa maturité et tout ça, mais c'est toujours des moments de légèreté en fait. Quand c'est vraiment des moments de l'enfance, bah, ça va être toujours des moments de légèreté. Quand il est ado, qu'il est amoureux, bah, c'est du détail finalement dans ce que ça raconte Harry Potter. Mais Je me souviens que ça m'avait trop perturbé que dans Harry Potter. Et en plus, le moment où il est trop bien appuyé et tout, à un moment, il traite Ron de con. Ah oui. Et c'est la première fois que t'entends Une une insulte dans Harry Potter. Il y en a 2 ou 3 même. Et bah, au cinéma, tu sais, ça avait fait un truc de oh. Puis ils ont les cheveux longs, ils s'engueulent, ils ont Ouais, une histoire d'amour. Du coup, il y a vraiment eu le passage à l'adolescence dans le film. Tu vois. Et c'est surtout dans celui-là, parce qu'après, bon, c'est juste des préparations d'histoire d'amour. C'est beaucoup moins truc de teen movie quand même. Là où, dans Twilight, Hunger Games et tous ces machins-là, bah là, on est sur de la métaphore, soit de dystopie, de trucs de vampires, mais en tout cas, c'est toujours de la métaphore d'amourette adolescente et de puberté, etc. Hunger Games, moi j'ai adoré à l'époque où je l'ai vu. Moi, je déteste tous ces films, absolument tous. Je l'ai Non, et surtout, je les ai tous vus. Vraiment, j'ai vu tous les Divergentes et tous les Vampire Academy et tous ces trucs-là, j'ai vraiment tout vu. Et bah, je m'approprierai rien. Moi, pour ma part, il y en a très peu de ces sagas que j'aime dans leur intégralité. Hunger Games, moi, il y a vraiment le 2 que je trouve vraiment trop cool, mais que je regarde sans penser aux autres, quoi. Mais parce que je trouve qu'il a vraiment une petite patte, je le trouve vraiment plus réussi que les autres. Pareil, tu vois, Labyrinthe, le 1, c'est con, mais je le trouve chouette, j'ai un peu plus de mal avec les autres. Et les Twilight, le 3, je dirais pas que je l'aime bien, mais j'y trouve je peux le regarder, tu vois. Les autres, impossible.
Et du coup, on en arrive à aujourd'hui, du coup, l'état actuel du teen movie. Je pense que dans l'ensemble, du coup, avec les mœurs sociales qui ont vachement évolué, c'est vachement ça, du coup, qui devient les sujets des teen movies. Je pense à l'homosexualité, la transidentité, la représentation des différentes ethnies, si je peux utiliser ce mot-là. Et puis de faire des équivalents de ce qui existe déjà, mais pour des publics qui n'ont pas eu leur film là-dessus. Je pense à Booksmart, qui est un peu la version fille et homosexuelle aussi de Superbad. En grand film d'auteur, on a Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, qui a été, je pense, un petit succès de teen movie récent, pour le coup, qui a un peu surpris les gens aussi du fait du sujet, quoi, par rapport au réel. Il y a Love, Simon, qui touche à l'homosexualité, mais vraiment du point de vue d'un homosexuel, et vraiment tel que c'est vraiment pas les clichés du gay, machin. Et même en hommage à tout ce qui était John Hughes et compagnie, en termes de nostalgie, je pense même à Spider-Man Homecoming, le premier avec Tom Holland, là, qui est vraiment très 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 inspiré de Ferris Bueller. Donc il y a une scène même qui est copié-collé, et dans cette scène, on voit en plus quelqu'un qui regarde Ferris Bueller à la télé, bref. Et bah voilà, je pense que le teen movie aujourd'hui a arrêté d'être vulgaire et ultra sexualisé, et on est passé sur quelque chose de beaucoup plus conscient, même si ça reste léger. C'est quoi votre teen movie préféré, ou vos teen movies préférés? Je sais que toi, Léon, tu m'as beaucoup parlé du Cercle des Poètes Disparus, notamment. Je sais pas Ouais, si... mais tu vois, je l'avais pas considéré comme un teen movie, bien que ça en est un, mais oui, bah, le Cercle des Poètes Disparus, du coup, qui est marquant de par ses personnages, de par Robin Williams, tout simplement. Et puis, à l'époque où t'es au lycée, en bac littéraire, et tu découvres le Cercle des Poètes Disparus, et puis, bah, du coup, tu te mets à lire quelques vers de poésie sur ton temps libre, et tu te prends pour... Tu deviens un poète amateur. Ouais, un peu, mais le Cercle des Poètes Disparus, il m'a beaucoup marqué, en tout cas. Ces raisons-là, de sujets graves aussi là-dedans, de cette ambiance de film en Angleterre, justement dans un contexte ultra bridé par une école hyper sérieuse, hyper stricte, et il y a ce Robin Williams qui arrive avec son joli sourire et qui vient donner un petit brin de liberté à ces jeunes qui sont tous prédestinés à être des robots. À être des robots de la société, tout ça, et il y a des monologues, il y a des scènes qui sont cultes et qui... Et par contre, trop dommage, c'est que le carpe diem du Cercle des Poètes Disparus a maintenant une connotation ultra beauf et réseaux sociaux, tout ça des années 2010. C'est ce qui est beau dans le Cercle des Poètes Disparus, parmi plein de choses, mais outre aussi la performance de Robin Williams, qui est émouvant, comme lui seul, ou presque peut l'être. Mais c'est que c'est intéressant, parce que c'est une rébellion adolescente, qui est saine grâce à l'art, en fait. C'est pas des films de Loubar où on s'oppose à la domination des adultes, à l'autorité, en foutant le bordel. Là, c'est une autre manière et tout, et c'est très joli de ce point de vue-là aussi. Ouais, puis ça touche au suicide, la solitude, l'amitié masculine aussi, quoi. C'est vraiment des... Bah, c'est assez rare aussi de voir des ados, des mecs ados pleurer et s'encourager les uns les autres ensemble, tu vois, ce genre de choses. C'était une représentation qu'on n'était pas habitué à voir. Ouais, Cercle des Poètes Disparus, sinon, en vrai, super grave, trop marrant. Bah, du coup, aussi Kick-Ass, et j'en ai parlé dans le premier épisode et tout, mais Kick-Ass à fond, premier film qui a fait que je suis devenu cinéphile, premier film que j'ai conseillé, tout ça. Mais non, super grave. Michael Cera, j'ai eu ma grosse période de Michael Cera. Du coup, je regardais tous ses films, tous les films dans lesquels il jouait. Il me faisait trop rire, là, cette allure complètement lunaire, complètement paumée, tout ça, genre c'était... Et je pense que ces films-là, je les aime, je pourrais pas dire pour quels aspects cinématographiques, pour quelles raisons plastiques ou esthétiques ou quoi, parce que c'est vraiment des films que je regardais à l'époque insouciante de l'adolescence, et du coup c'était complètement jouissif de voir des films comme ça, où du coup tu te retrouvais toi avec tes copains à travers les personnages et tout ça, et donc c'est purement pour de l'identification aux personnages que du moins j'aimais ces films-là. Maintenant avec le recul, il faudrait que je les revoie et que je me dise, vas-y, il faut que j'essaie de les voir en tant que film, en tant qu'œuvre, mais presque j'ai pas envie de le faire parce que ce serait gâcher une lecture nostalgique de ces films-là. Toi, Martin, t'as des... Je sais pas s'il rentre dedans Stand By Me, du coup. Ouais. C'est vrai qu'on est plus peut-être sur une préadolescence. Du coup... Mais si, c'est un coming of age à 100%, ça c'est sûr. Moi, je sais que Stand By Me, quand je l'avais vu, il m'avait beaucoup touché.
pour le coup teen movie, donc ou pré-teen movie, qui confondent quand même des enfants à la mort, tu vois, et très beau de la manière dont c'est filmé, comment c'est raconté. Et moi, c'est surtout que j'ai vraiment un regret en tant que cinéphile, c'est que River Phoenix, donc qui est le grand frère de Joaquin Phoenix, il soit mort d'une overdose, je sais plus quel âge, 18 ans je crois, très très jeune ou début vingtaine, parce que déjà dès ce film-là, dès Indiana Jones, la dernière croisade, dès À bout de course, enfin voilà, on voit que ça aurait été, je pense, un acteur vraiment incroyable. Déjà dans Stand By Me, alors qu'il est vraiment hyper jeune, dans Mosquito Coast aussi, il me fait vraiment passer des émotions qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants acteurs qui me font passer. J'aime beaucoup les enfants acteurs et personnages, mais je trouve que de demander de faire passer de la tristesse, vraiment de la mélancolie, je trouve que lui quand même, il y avait un super pouvoir qui était très très rare. Enfin moi j'ai pas beaucoup eu dans d'autres films. Ah oui, je pourrais du coup pour rester dans River Phoenix, mais À bout de course de Sidney Lumet. Ouais. Pour moi c'est un chef-d'œuvre. À bout de course de Sidney Lumet, qui est pas rentré dans le truc des films cultes. Pas sous-côté parce qu'il est apprécié de par la critique et le public, mais pas assez connu. Et du coup, À bout de course, qui est vraiment incroyable. Et même, moi, ça me fascine de se dire que dans la famille, c'était lui qui était destiné à être un immense acteur. Et au final, c'est le petit frère qui hérite du truc. Enfin, c'est quand même assez... Et les deux sont excellents. Et les deux sont excellents. Les deux sont excellents. Pour moi, alors déjà, j'adore Scott Pilgrim. Je pense pas avoir besoin d'en parler pendant 1000 ans. Et puis c'est beaucoup plus pour des raisons de réel, de mise en scène, d'interprétation et tout ça. Pour moi, le meilleur teen movie, c'est Battle Royale en vrai. Donc je sais que je sors le gros film d'horreur action japonais, mais pour moi, Battle Royale, c'est la meilleure métaphore sur l'adolescence possible en fait. Si tu prends la cour de récré dans ton lycée et tu le mets de la manière la plus extrême possible, t'as tous les différents archétypes, mais vraiment poussés à l'extrême où ils ont chacun une arme, ils sont chacun censés se buter. Et même chacune des armes qu'ils ont chacun, ça veut dire quelque chose en fait, et la manière dont ils s'en servent, et d'avoir les nerds qui sont tous dans le bâtiment en train d'essayer de hacker le bordel et tout. Enfin bref, il y a tout un... Alors, l'histoire du film, c'est tous les adolescents, butez-vous, tu vois, comme dans Hunger Games. Dans le cas de Battle Royale, donc déjà c'est adapté d'un roman et d'un manga. Et surtout en gros, Kinji Fukasaku, le réalisateur, c'est un mec qui se fait connaître dans les années 80 par des films de Yakuza. C'était un peu le boss du film de Yakuza à l'époque. Le truc avec Battle Royale, en gros, c'était pour parler de comment la délinquance a grave augmenté au Japon en fait. Le Japon, c'est une société qui est ultra stricte et carrée, avec beaucoup de répression, que ce soit sexuelle ou sociale ou autre. Et il y a eu tellement d'une montée de la délinquance qu'ils se sont dit, mais comment on fait, c'est quoi la solution? Et du coup, une des solutions fictives, c'est de sélectionner au hasard une classe d'adolescents de Tokyo, de les envoyer sur une île, de leur donner des armes et de dire vous devez vous entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Celui qui reste seul à la fin gagne. Donc voilà, je pense que la métaphore est suffisamment explicite et claire, et ils ont vraiment poussé le truc à l'extrême, et la mise en scène de Fukasaku est vraiment excellente pour le coup dans le film. Il y a des plans iconiques complètement dingues, et c'est super gore, et c'est tant mieux. Et c'est un film aussi avec Takeshi Kitano, du coup, qui joue un peu le psychopathe du truc, et qui s'appelle Kitano aussi dans le film. Battle Royale, gros traumatisme. Genre un pote de ma grande sœur avait mis une fois chez moi, et tu passes à côté, t'as 8 ans et tu vois ça, et tu vois des jeunes de l'âge de ta grande sœur en train de se décapiter. Ouais, j'ai juste l'image de ça et je l'ai pas revu depuis. Ouais. Et pourtant le concept est vraiment bien, et il y a un vrai concept quoi. Mais c'est aussi un truc que je voulais mentionner, c'est que moi j'ai découvert quand j'étais ado ce film avec des potes, et on était en mode ouais, trop marrant, les adolescentes japonaises en jupe avec des kalachnikovs, machin et tout, on trouvait ça complètement débile et complètement fun. Et c'est en le revoyant récemment à l'âge adulte que je me suis dit putain, en fait c'est vachement bien. Genre c'est vraiment un bon film premier degré quoi, c'est pas du tout un truc débile, alors que je l'avais vraiment vu en mode premier degré, et j'avais quand même adoré, mais pas du tout pour les mêmes raisons quoi. J'ai prévu un petit jeu par rapport aux teen movies. En gros, vous savez, les teen movies souvent c'est extrêmement racoleur. Et généralement ils aiment bien faire des affiches avec des gros seins, une grosse phrase de merde. Et du coup j'ai noté quelques-unes de ces phrases et je me suis dit est-ce que vous pourrez retrouver le film qui va avec? Ah yes, trop bien. Je vais te laminer Léandre. On va commencer par l'heure est venue de tirer un grand coup. Il y a un fusil sur la pochette pour faire aussi le parallèle, la blague. Je pense que le truc qui aiderait le plus, ce serait l'heure est venue. Mais oui, c'est ça que je cherchais. Ouais. Je cherchais un truc avec le temps. American Pie. Ouais, c'est American Pie. J'allais dire. Bon, il y en a un qui est très simple et clair. On veut du cul. Attends. Super grave. Super grave, yes, bien joué. Putain, bien joué, de ouf. Oui, c'est écrit sur le DVD. La phrase suivante, il paraît que c'est meilleur à plusieurs. American Pie Réunion. Presque. C'est le 4. Non, Réunion c'est le 4, mais c'est pas celui-là. C'est le 2 du coup. C'est le 2, American Pie 2.
Leur est venu de tirer un grand coup. Il paraît que c'est meilleur à plusieurs. Il fournit les meufs et organise ta teuf. Ah ben Van Wilder. Hein. Van Wilder, tout à fait. American Pie. J'ai trop envie de le mater du coup. Bon, c'est débile. Hein. C'est débile. Ok. Une nuit pour entrer dans la légende. Oh, ça me dit un Projet truc. X. Ça. Ouais, bah oui. T'es douce, hein, C'est le trop truc, fort. Trop hot pour le cinéma. C'est une série. C'est un autre American Pie. American Pie 3. Il est sorti cinéma le 3. American Pie. C'est les derniers où il y a même plus les acteurs et tout, c'est ça. String Academy, non, Ouais. un truc comme ça là. Pas celui-là, mais oui, c'est American Pie No Limit. C'est le 4 avant qu'il y ait le vrai 4. Oui, c'est pas les mêmes acteurs. et Non, c'est le petit frère de Stifler, bref. Sécher les cours, c'est une question de vie ou de mort. tout. Ferris Bueller. Je l'ai pas cité tout à l'heure. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est chez les cours. C'est un film américain. C'est un film américain. C'est quoi les dates à peu près? Ce serait fin 90, peut-être 99 peut-être. Oui, donc la même veine que American Pie et tout ça, quoi. Pas tout à fait. Ce sera la même veine. Mais c'est moins sexuel. C'est On sera plus dans la vanne de Scream et compagnie. Ah ben Scary Movie. Scary Movie. Je voulais le mettre, mais le slogan il est tout pourri, il est pas drôle. Mais ouais, il y a Metavic, vous le connaissez peut-être pas celui-là. C'est The Faculty de Robert Rodriguez. Et pour terminer, du coup, et celui-là je l'ai mis parce qu'à chaque fois il me fait mourir de rire quand je le vois. C'est sympa. Titre, c'est C'est sympa. On en a parlé. Et il a même une suite sur laquelle il y a titre 2, c'est sympa. Tout pareil. C'est sympa. Mais donc c'est que le titre est révélateur de ce qui est sympa, quoi. Non. Même pas. Non, c'est juste un peu plus vieux. C'est genre Génération Rebelle ou un C'est truc comme encore ça. un peu plus vieux. C'est plus vieux que ça. Quelle année, du coup? Si je le dis, vous allez trouver. Et le film en lui-même, il est Le sympa. film est sympa. Ouais. Il est sympa. Le 2 un peu moins, mais ça le fait quand même. C'est un copier-coller. Vous l'avez jamais vu cette affiche, j'imagine. Grease, c'est sympa. Grease 2, c'est sympa. C'est sympa. D'accord. Putain. C'est ça. Mais c'est sympa, c'est parce que c'est un extrait de critique. Ah Qui a été mis sur. Non, c'est. Ouais, c'est la logline du Grease, truc, quoi. genre. C'est sympa. Grease 2, c'est sympa. C'est juste que je vois vraiment Grease comme une œuvre, tu vois, genre d'une époque et tout ça, alors que là, avec ça, bah du coup, ça rentre vraiment dans, Ouais, de ouf ça. dans les films pourris. Ça me rend vraiment de- kitschouille quoi. kitschouille, Marketing français, VF, c'est sympa. Et ils ont même pas fait pour le 2, c'est toujours sympa, ou c'est encore plus sympa, ou c'est, tu vois. C'est genre juste, c'est toujours, c'est sympa. Sur ça, on est plutôt des champions. hein. Quel est le film qui représente votre adolescence? Et là, c'est le moment de sortir toutes les débilités que vous avez matées avec vos potes, les trucs qui vous faisaient trop marrer, vous voulez trop être comme eux, faire toutes les mêmes conneries. Harold et Kumar. Harold et Kumar? Harold et Kumar, mais grave. Toutes les comédies qui te font mourir de rire, où t'es avec tes copains et que t'as bien envie de te taper des bonnes barres devant un film, bah ouais, je pense qu'en termes de stupidité, Harold et Kumar, ça a été ce qu'il y avait de mieux. Parce que, bah, gros film d'aventure quand même, Harold et Kumar, hein. Tout ça pour une fonce dalle. C'est des rencontres un peu étranges. Ouais. Retour vers le futur, grosse bible. Grosse bible du Marty McFly qui a un overboard et je crois que ça me faisait rêver dès que j'avais eu un skate à 8 ans, 9 ans et tout, bah oui, tu le vois Retour vers le futur. Sachant que ça c'est le 2. Parce qu'en soi, le 2, c'est pas un teen movie. Il y a que le premier qui est un teen movie. Hein, ça, mais... Ouais, après Marty McFly, c'est un lycéen, même dans le 2 aussi, et il y a tout plein d'aventures qu'il vit de son jeune âge et de par ses choix dans le scénario. C'est aussi dû à son manque de maturité et tout ça. ouais. Mais C'est juste que le premier, c'est vraiment, on va dans le lycée des années 50, voir l'adolescence de ses parents et tout. c'est vrai. Bah pour moi, c'est clairement, enfin de toute façon, c'était la saga American Pie, évidemment. Parce que je suis un enfant des années 90, mais clairement, spécifiquement American Pie 2. Genre vraiment, c'était le délire ultime avec mes potes et tout, c'était vraiment le paroxysme du truc. C'est-à-dire qu'on était tous des rockers, tu vois. On était tous avec de la guitare et de la batterie, on avait des groupes de rock et tout machin. Et du coup, bah, c'était Sum 41, Blink-182, The Offspring. Et ça, c'était de l'ABO. Enfin, pour moi, American Pie 2, c'est une capsule temporelle vraiment de mon adolescence. Quand bien même, on était des petits Français à la campagne et qu'on n'était pas en mode spring break de ouf et tout. Pour nous, celui-là, c'était la Bible. Parce que le 1 était peut-être un peu trop lycée, pipi, caca et compagnie. Et le 3, bah, c'est le mariage et il est quand même vachement moins bien. Et le 2, c'était vraiment le paroxysme du truc. Venez les gars, on part en vacances, on va dans une maison, vas-y, toutes les conneries possibles dans la liste, des gros stuff, on va à la plage et tout. Donc ça, c'était vraiment ça. Et puis plus tout le délire vraiment pop-punk qui était le zeitgeist de l'époque. Clairement, American Pie 2, ouais, sans aucune hésitation. Et c'est même la seule réponse que je donnerais parce que c'est vraiment... Il me refait encore toujours le même effet quand je le vois aujourd'hui. Trop bien. Je sais pas être très original, mais en fait, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Et clairement, moi, c'est American Pie aussi, hein, je crois. Le premier, du coup? Ou plus le 2, le 3, le 4? Mais un peu tous. Hein. Ouais. Moi, je les aime bien tous. Même les dérivés et tout. Ouais. Ok, bah de toute façon, oui, American Pie, c'est notre génération. Et puis ça a couvert bien 15 ans quand même, donc... Du coup, comme dans le précédent épisode, Martin nous a proposé un petit jeu. Donc vas-y, je te laisse nous présenter ça.
Yes. Du coup, comme avec Léandre, on savait pas le sujet, donc ça n'a aucun rapport avec le teen movie. C'est un autre petit jeu que j'ai intitulé sobrement Pitch and Twist. En gros, je vais pitcher un petit synopsis de film, sauf que je vais le pitcher à la manière d'un autre réalisateur, s'il devait le raconter. Par exemple, je sais pas, comment Tarantino raconterait Interstellar. D'accord. Et du coup, je vais essayer de le lire de cette manière-là. Je l'ai écrit de cette manière-là. Vous allez devoir essayer de retrouver le film et le réalisateur. Les deux, du coup. Voilà, les deux. Et puis, si vous ne trouvez pas, je donnerai des petits indices. Vous êtes prêts ? Années 80. En Amérique, la plupart des citoyens s'enterrent dans des banlieues pavillonnaires. Le conformisme est le pilier de la société humaine. Un jeune garçon, à l'insu de tous, va se confronter au gouvernement américain. Est-ce que c'est Terminator 2? Ça aurait pu. Et faire la rencontre la plus improbable de E.T. tous les temps. C'est E.T. Le film, c'est E.T. Ces actes auront des conséquences mémorables pour le destin de l'humanité. Et E.T. en mode Carpenter? Non. En mode McTiernan? Non. James Cameron? Et du coup, les indices, sinon, j'aurais dit Alien, Control Freak et Leader. Je vais essayer d'en faire un autre. Le capitaine est en plein cauchemar ultra violent. L'impossible doit être réalisé, l'introuvable retrouvé. Voyageons avec lui à travers les abysses et ce dont l'homme est capable de pire. De 4, il n'y en a plus qu'un. Des 9 initiaux, seuls 2 survivront. Alors, c'est pas Pirates des Caraïbes, Ouais, j'allais dire. Non, c'est le capitaine. Mais non, ça sent justement le truc dans un vaisseau spatial plutôt. non. Ah ouais ? Pas dans un vaisseau spatial. C'est en mer. Non. Ouais, sous les abysses et tout. Le film commence en mer. Mais après, Ils partent à 9, il y en a 2 qui survivent, c'est quoi le truc? de 4, il n'y en a plus qu'un. Des 9 initiaux, seuls 2 survivront. Non, pas- Mais elle est horrible la Ils sont 4 ou ils sont 9 à la base. De 4, il n'en reste plus qu'un. Des 9 initiaux, il n'y en aura plus que 2. Bah, il y en a 4 et à la fin 1 ou il y en a Non, 9 parce et à que la c'est fin pas les mêmes points de départ. 2. La planète au trésor. Cette histoire de capitaine là. Ouais, c'est le capitaine, ça me perturbe. C'est ni sur la mer, ni dans l'espace. Donc il faut quand même aller trouver un trésor, un truc, un machin. C'est sous la mer. artefact. Abyss? Non, parce qu'il n'y a pas de. Il faut Non. qu'il y ait deux camps opposés, dont un camp ils sont tous de la même espèce. C'est dans les airs, du coup. C'est genre un... J'allais dire un Miyazaki, chose comme ça, mais non, ok. Écoutez bien juste les 2 dernières phrases. De 4 du même sang, il n'y en a plus qu'un. Des 9 héros, seuls 2 survivront. Des 4 du même sang. C'est-à-dire que les 4 du même sang, c'est les méchants, vu que les 9 c'est les héros. Pas Non, forcément. c'est 4 frères et sœurs. Narnia. Enfin, non, il y a 9 héros. Ah oui, il y a C'est le 9 Seigneur des Anneaux. L'introuvable doit être retrouvé. Ouais, il y a un trésor, un truc, un machin, un artefact, un truc magique, je sais pas quoi. Et voyageons à travers ce dont l'homme est capable de pire. Le Mordor, l'enfer, Je vous donne un indice ? Ouais. Histoire. avec un grand H. Oui. Donc c'est vrai. C'est inspiré de faits réels. C'est clairement pas dans un monde imaginaire. Et ça commence sur un bateau. Et c'est culte. C'est cultissime. C'est Pour cultissime. moi, c'est les 9 héros, quoi. C'est quoi les 9 Eh oui, héros? oui. C'est Jason les Argonautes. Les 9 protagonistes, les 9 personnages principaux. Ça commence sur un bateau. Et après, il n'y a plus de bateau. Est-ce que tu peux situer l'époque du film? Guerre. Soldat Ryan. Soldat, putain. Ah oui. Ouf. Ouah, mec. Ouais, 9 protagonistes, il y en a plein qui meurent et tout, il y a 2 côtés. Oui, d'accord. Puis les 4 du même sang, c'est les 4 frères Ryan. Mmh. C'est que dès que tu dis capitaine, c'est C'est le capitaine Ah ouais, Miller. mais dès que tu dis Tom capitaine, Hanks. nous on part en mode pirate. Ok. Et du coup, c'est compliqué pour le réalisateur. Justement, le fait que ça soit compliqué, parce que toi, j'utilisais des mots chelous et tout. À qui ça vous fait penser comme réalisateur? Lynch. Bien vu. Donc c'était Il faut sauver le soldat Ryan, si David Lynch l'avait raconté. Ok. Le 3e et dernier. Depuis toujours, ce petit garçon différent des autres subissait une cruauté sans merci de la part de son entourage. Harry Potter. Heureusement, l'amour incommensurable que lui prodigua sa mère et sa plus vieille amie lui permirent d'accomplir son destin. Forrest Gump. Oui, c'est Forrest Gump. Changer le cours de l'histoire et faire partie des plus grands événements de l'humanité moderne. Découvrez son histoire. C'est Michael Bay. Oui, Ouais. Ok. Forrest Gump par Michael Bay. Ok. Cool là. Bah ouais, c'était chouette, mais j'ai envie d'en faire plein du coup. Ouais, grave. C'est quoi votre rapport aujourd'hui au teen movie?
Est-ce que vous regardez toujours des teen movies? Est-ce que tout ce que vous aimiez avant, vous l'aimez plus maintenant? Est-ce que par rapport aux trucs modernes, vous vous sentez encore dans l'air du temps? Ou est-ce que ça commence à vous sentir trop vieux pour certains de ces trucs? Bah non, je dirais pas que je n'aime plus ce que j'aimais avant, loin de là, au contraire, très attaché à ce que j'aimais avant. Mais par contre, mon rapport au teen movie, ça va plus être des trucs qu'on met sur le plateau, en fait, tout simplement par des plateformes de streaming, tout ça, et que, bah, je sais pas, les créations originales Netflix que je vais regarder par flemme quand je vais allumer Netflix, bah, en vrai, c'est toujours des teen movies quasiment, et que ce soit des séries ou des films. Et du coup, bah, mon rapport aujourd'hui, c'est ça. Sinon, bah, c'est tout simplement d'aller moi-même regarder les teen movies que j'ai ratés, en fait, des années 2000, des 2010, 80, 90 et même avant. Et tu prends le même plaisir à Le même découvrir ce plaisir, film-là. carrément. Sachant que il y a des choses comme on en a parlé avec American Pie qui seraient complètement cancel aujourd'hui, mais tu peux sans dire qu'en les mettant dans le contexte de l'époque, ça passe. Mais en tout cas, tu peux regarder un film en te mettant dans le contexte de ce film-là et apprécier aussi ces choses-là. Ce qui va être rageant, c'est de voir des choses actuelles qui sont dans la même vulgarité et de la même intolérance vis-à-vis de plein de choses, quoi. Mais en tout cas, il y a des choses qui ne vieillissent pas. Tu vois, d'American Pie, je pense que même si les mœurs s'y changent, bah, il y aura quand même, tu peux quand même mettre ton cerveau de côté et rigoler comme un gros gogol devant American Pie, tout en ayant des avis et des valeurs qui sont plus actuelles. Bah, du coup, le rapport au teen movie, comme il y a énormément de genres différents dans le teen movie, bah moi, tout me va. Par contre, si on parle des teen movies plus le cliché que moi j'en aime, je les regarde toujours avec nostalgie. Quoique, en fait, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas regardé, donc ça se trouve, au final, je vais me dire ah, putain, bizarre. Par contre, j'adore Euphoria, la partie stylistique, la réalisation et tout. Par contre, j'ai trop de mal à m'identifier dans les personnages parce que peut-être sûrement les problématiques actuelles au lycée. Mais moi déjà, là, le fait que ils soient tous... En fait, j'ai l'impression que le côté kitschouille avant, d'avoir des acteurs beaucoup plus vieux que les personnages qu'ils jouent, ça se donnait presque un charme à des films plus anciens. Là, je trouve ça hyper maladroit, je trouve ça hyper bizarre, d'autant plus qu'ils abordent des thématiques hyper sombres. Et du coup, je trouve ça hyper bizarre de les faire jouer par des acteurs plus vieux. Du coup, j'ai un peu l'impression que on n'assume pas au final complètement le fait d'aller dans du sexe très cru, de la violence, les drogues, enfin vraiment les overdoses et tout ça. Et je m'égare un peu, mais moi, en fait, du coup, j'adore cette série pour sa réal et puis pour son scénario dans une certaine mesure. J'aime bien certains partis pris et tout, mais par contre, les personnages, je les trouve comme on parlait de tout à l'heure, pour boucler la boucle, comme on parlait tout à l'heure de Breakfast Club, c'est des archétypes, mais sauf que, putain, moi j'ai pas l'impression quand même d'avoir vécu ça, même si bien sûr qu'il y avait des énormes ordures au collège et au lycée, bien sûr qu'il y avait des problèmes de drogue et des trucs comme ça, mais là j'ai l'impression que c'est quand même poussé dans un... Et comme je sais que l'auteur et le créateur de cette série, il a, je pense bien 40 ans passés, j'arrive pas à savoir s'il fait une critique ou s'il essaie de pointer du doigt un vrai problème de société aux États-Unis. Je sais pas à quel point c'est réaliste ce qui se passe, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment du mal à m'identifier dans ce genre de teen série ou teen movie là. Ok. Bah, perso, j'ai rematé tous les American Pie l'année dernière. En VO, en qualité Blu-ray et tout, machin, enfin vraiment pour me faire le vrai truc, quoi. Et je dois dire que, en tout cas, sur les deux premiers, j'ai vraiment exactement le même feeling qu'avant. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le 2, pour le coup, il y a un truc quand même un peu spécial pour moi. Mais le 1, je trouve, tu vois, ça reste débile et super vulgaire et tout, mais c'est vraiment ce film d'adolescent qui reste ce qu'il est. À partir du 3, ça devient beaucoup moins bien, et là, c'est quasiment même plus des films, hein. Je la regarde un peu par nostalgie, et je connais les personnages et les raisons du pourquoi et du comment, mais c'est vrai que c'est compliqué de les prendre pour des vrais films. Je mentionnerai aussi du coup le fait qu'il y a un nouveau American Pie qui est sorti il y a pas longtemps, du coup, qui s'appelle Girls Rules. Et c'est la même franchise. C'est la même franchise, sauf que du coup c'est avec un groupe de filles. Et donc il y avait pareil, il y a une Stifler dans le groupe, etc., la blonde et tout machin. Sauf que du coup, c'est un American Pie sans nudité, sans vulgarité, et totalement woke, et du coup qu'avec des histoires de films, même si elles essaient de pécho et tout, il n'y a pas du tout de trucs de blagues de sperme et de conneries dans ce genre-là. On enlève la débilité des garçons, quoi. Ouais, c'est ça, et puis du coup on est dans les années 2020, donc c'est la version féministe, entre gros guillemets, hein, parce que ça reste American Pie. Quand même deux choses contradictoires qu'ils ont voulu faire. Mais du coup, le concept est cool, mais genre, vouloir faire un American Pie féministe. C'est ça, c'est que t'as un American Pie qui est un peu un anti-American Pie, alors que c'en est un officiellement, tu vois.
Surtout qu'en plus, pourquoi forcément avoir fait ça? Parce que à aucun moment American Pie, de par l'histoire des personnages et même le film en lui-même, les gags et tout, fait l'éloge de la beaufrie. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, ça l'est quand même. Hein. C'est quand même. Enfin, quand tu vois les femmes, comment elles sont représentées dans ces films-là, c'est hardcore quand même. Et ouais, donc il y a ça. Après, moi, je sais que. Donc, ouais, j'étais vachement attaché à ce genre de film débile quand j'étais ado, maintenant beaucoup moins. Donc, je peux en regarder certains avec de la tendresse, mais c'est difficile pour moi de les prendre pour des vrais films maintenant. Par contre, je regarde quand même beaucoup de films et je trouve que c'est un genre qui a quand même beaucoup évolué. Et dans les trucs modernes, moi, j'aime beaucoup quand ça prend au sérieux des thèmes comme l'homosexualité. Enfin, je pense à Love, Simon. Pour le coup, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un truc de ouf et tout, mais c'est vraiment assez touchant la manière en tout cas dont les personnages sont écrits et représentés, et c'est intelligent quoi, il y a vraiment aucune vulgarité, aucun truc débile et tout, et ça reste quand même drôle, fun, et attachant et un peu mignon, tu vois. Bah, le monde de Charlie aussi, Ouais, voilà, c'était ça c'était il y a 10 ans déjà, donc c'est Ouais. pas les films de maintenant, mais ouais, déjà c'était le premier pas vers ces trucs-là. Donc il y a ça, et puis ouais, donc t'as dit à peu près tout ce que je pensais, tout ce que je voulais dire sur Euphoria, hein, mais je voulais quand même rebondir dessus. Moi, pour le coup, je trouve ça trop bien réalisé, la mise en scène, elle est ouf et tout. Mais ouais, j'ai vraiment trop de mal, quoi. Genre, cette génération réseaux sociaux, nudes, ultra sexualisés, tout le monde est un drogué, tout le monde est soit gay, soit transgenre. C'est vraiment, c'est too much, et je trouve ça même ultra caricatural. Genre, les personnages, je les trouve ridicules. Et pas juste ceux qui sont écrits pour être ridicules, mais genre même le mec, là, le beau gosse musclé, machin, ou son père, il est gay, je sais pas quoi, je sais plus, enfin bref. Et puis en fait, il y a quasiment pas de scénar dans Euphoria. Donc non seulement je peux pas m'identifier au personnage, alors c'est pas obligatoire, mais dans un teen movie, voilà. Enfin, en fait, c'est la première œuvre pour adolescents, enfin d'adolescents en tout cas, où vraiment je me sens trop vieux, quoi. Où vraiment je sens que je peux pas m'identifier à ce truc-là, c'est vraiment plus du tout de ma génération. Et... Bah ouais, trop vieux ou pas dans la même époque quoi. Enfin, Ouais. mais moi je pense que c'est parce qu'on n'a peut-être pas conscience que c'est un peu ce qui se passe aussi en vrai, tu vois, poussé dans l'excès et romancé, mais Ouais, mais c'est pour dire qu'il y a 5 ans, j'étais déjà plus un adolescent depuis un moment, et j'arrivais quand même à apprécier des teen movies modernes qui parlent de trucs modernes que j'ai pas connus. Alors que là, pour le coup, là, c'est le premier truc où waouh, on a passé une étape, tu vois. En fait, il faudrait avoir l'avis vraiment de jeunes de cet ouais. âge-là, d'aujourd'hui, de là-bas, tu vois. C'est surtout le contexte, tu vois, genre... Américain aussi. Mais je pense que ça correspond bien et que bah voilà, cette série est ultra adorée par tout le monde, et je pense que c'est normal et que c'est logique parce que déjà c'est super bien fait. Et aussi parce que ouais, je pense que c'est assez réaliste avec l'époque de maintenant. Que les jeunes se retrouvent là-dedans, quoi. Ouais, mais c'est le premier moment où moi, le premier truc qui me fait me dire que je n'arrive pas à me retrouver dedans. Quand il y a encore des teen movies qui sortent cette année, que je peux regarder et me dire, oh, bah, c'est sympa. moi la vraie barrière à tout ça, du coup c'est un peu l'inverse de ce que tu dis, mais moi la vraie barrière à tout ça c'est que bah ouais, ils ont 17 ans et je sais plus comment il s'appelle, le grand Darkos là. Ouais. À quel moment je me dis que ce mec a 17 ans? Enfin, tu vois, moi, c'est ça. Pour le coup, moi, c'est vraiment le truc que je trouve, outre leur destin, tu vois, ce qui leur arrive comme personnage, c'est que je trouve ça presque parodique qu'ils ressemblent à ça, tu vois. Ils essaient d'aller vers un truc vraiment ultra réaliste, et en fait, ça fait l'effet inverse parce que c'est too much, quoi. C'est ouf de se dire que cette série, elle est pour adolescents, parce que, putain, c'est les pauvres. les pauvres, en fait. Il peut y avoir toutes ces histoires-là, un peu séparées, machin et tout, mais que dans cette bande de potes, il y a tout ça en même temps, alors qu'il n'y a même pas, que ça raconte rien, je trouve, la série ne raconte Il rien. faut fermer ce lycée, quoi, clairement. Mais ouais, faut, non, mais c'est ça. faut faire Alors, un truc. il faut faire une quarantaine, là, genre. Et pareil, j'ai maté récemment la série Mercredi, là, Tim Burton, Ok. tout de la famille Adams. Bah, je pensais que j'allais bien aimer parce que j'adore la famille Adams, j'adore Tim Burton et tout. Et ouais, là, on est vraiment dans un truc teenage, niveau zéro du scénar et de quoi que ce soit raconté. C'est vraiment ultra truc petit bonbon Netflix, on coche toutes les cases, mais. T'as regardé Sex Education? Mais c'est vite, non, c'est vide de sens. Mais voilà, maintenant je commence à me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder ça? Bah regarde ça parce que pour le coup ça joue sur ce truc-là de Netflix un peu, c'est que c'est la série la plus décomplexée vis-à-vis de tous ces sujets woke, tout ça. Et ça en parle très bien et ça se veut un peu pédagogue là-dessus. Mais je trouve qu'il y a une bonne mentalité vis-à-vis de ça dans l'écriture. Du coup, on arrive encore une fois à la fin de cet épisode de Palabre. Donc vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de streaming habituelles et sur le site uppercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre et Cédric, et on espère que c'était agréable à écouter. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode, et puis bah, salut Lia. Salut Cédric.